Bonjour à tous, donc, je remercie encore une fois Calvin et la SBL Change et Mémoire coloniale également. Je remercie également donc, le musée royal, donc Isabelle, pour cette invitation, pour cette conférence d'initiation à l'histoire africaine qui sera consacrée donc, au franc CFA. Comme ça a été rappelé, j'avais déjà fait une intervention à Lille, donc dans le nord de la France, avec Kako Nubukpo, qui lui est un économiste. Moi, je suis historien, donc on a des approches qui sont différentes et qui sont en même temps complémentaires. Donc moi, ce que je vais essayer, c'est de retracer déjà un peu l'histoire des enjeux monétaires de manière générale, puis après revenir plus précisément sur le franc CFA, tout en sachant que l'approche de l'historien est beaucoup plus large que celle de l'économiste. Lorsqu'on aborde la question du franc CFA sous l'angle de l'économie, on part du postulat que le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945. Et moi, dans ma présentation, je vais remonter un peu le temps et rappeler donc, un certain nombre de points qui me semblent essentiels. Ça va être assez facile, vu que vous avez le fascicule qui vous permet de suivre en même temps. Donc je rappellerai déjà dans un premier temps que sur le continent africain, les questions monétaires ont toujours été pensées de manière autonome par les Africains. Avant la période coloniale, on avait un certain nombre d'États qui avaient leur propre système monétaire. Donc certains frappaient et battaient la monnaie. D'autres étaient engagés dans des économies qu'on appelle de manière un peu ingrate des économies de troc, mais qui fonctionnaient tout simplement sur la base du marché. Et puis d'autres, en fait, fonctionnaient tout simplement sur le mode de l'autosuffisance. Donc la question du marché a été abordée de manière différente par différentes structures politiques africaines. Et pour chacune de ces structures se posait la question du rôle de la monnaie comme unité de valeur, comme unité de compte et comme moyen d'échange, comme contrepartie entre un bien, un service et donc une contrepartie. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 10e, 11e siècle, l'or qui était produit notamment dans ce qui est aujourd'hui le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, va attirer beaucoup de convoitises, et c'est ce qui va expliquer donc les premières invasions arabes du XIe siècle. On cherchait l'or, tout simplement parce qu'on cherche à contrôler la source de production ou d'approvisionnement en métal. Donc on cherche donc les mines d'or. Ça va expliquer la chute des premiers empires, notamment l'empire du Ghana, puis un peu plus tard le Songhai. Donc l'empire du Ghana donc, qui va tomber en 1076. C'est un point que j'avais évoqué lors d'une très précédente conférence ici même. Et puis donc l'empire du Mali, qui lui sera connu notamment donc, par le pèlerinage de Moussa Kankan qui ira à la Mecque avec des chameaux chargés d'or et qui vont faire chuter le cours donc, de l'or au Caire. Donc ça c'est au 11e, 12e, 13e siècle. Et puis à partir du 14e et surtout 15e siècle, milieu du 15e siècle, au moment où les Européens se lancent également pour la conquête du continent africain, eh bien, on va introduire d'autres unités d'échange qui sont notamment inscrites ici, notamment le sel, les captifs, les étoffes, donc les tissus. Les tissus étaient aussi des moyens, des contreparties dans le cadre des différents réseaux commerciaux. Et puis trois autres éléments, donc la cola, la noix de cola, les cauris sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, et les manuscrits. Les manuscrits de Tombouctou, par exemple, étaient des monnaies d'échange qui servaient en fait à payer et qui servaient également de contrepartie dans un certain nombre de commerces à cette époque-là. À partir du 16e, 17e siècle, va se mettre en place du côté européen ce qu'on appelle le mercantilisme, le colbertisme. Donc c'est Colbert, un ministre du roi de France, qui va établir un système économique qui va se fonder tout simplement sur le commerce extérieur et donc sur l'idée que les richesses se construisent en développant le commerce extérieur. Et que par conséquent, il faut, à partir de là, réfléchir sur des cadres d'équivalence monétaire notamment, et à partir de ces cadres d'équivalence monétaire, eh bien, adapter la valeur des produits. Donc c'est là qu'on va commencer à construire des homologies, c'est-à-dire qu'on va dire que tant d'argent vaut tant de produits qui vaut tant d'autres choses. Et donc c'est à partir de ces éléments-là que l'on va par exemple travailler sur la comptabilité des esclaves. Tout le commerce esclavagiste, toute la traite qui va se mettre en place à cette époque-là, va s'appuyer sur des systèmes de comptabilité qui, on va le voir par la suite, ont des liens très importants avec la manière dont le franc CFA va se mettre en place. Mon approche qui est
qui est d'avant 1945, en fait, elle vise à nuancer l'une des expressions que l'on colle au franc CFA, qui est celle de nazisme monétaire, montrant que d'une certaine manière, le franc CFA s'inscrit dans la continuité d'un esclavage qui, de manière, on va dire, brute, est encore pire que le nazisme monétaire qui va se mettre en place après 1945. Alors, des structures vont être mises en place par l'État français, donc l'une d'elles sera la Compagnie du Sénégal, donc dans le dernier quart du XVIIe siècle, donc on est sous Louis XIV, le grand roi de France, le château de Versailles, le Louvre, et cette Compagnie du Sénégal va entrer en concurrence avec les autres compagnies, notamment la Royal African Company de la reine d'Angleterre, la Dutch West Indies Company, donc des Néerlandais, et chacune de ces compagnies vont travailler sur des principes de monopole qui leur assurent des marchés et qui leur assurent ce qu'on va appeler la rente coloniale. Donc la Compagnie du Sénégal va développer un certain nombre donc, de théories économiques à cette époque-là, qui vont progressivement évoluer et donner lieu donc, au XIXe siècle au libéralisme. Alors, ce qui est important maintenant, à partir du 19e, 20e siècle, c'est de voir la manière dont les structures vont se mettre en place, puisque dès 1800, Napoléon va créer la Banque de France, donc la Banque centrale, celle qui existe encore aujourd'hui, elle est créée dès 1800, et elle est créée dans un contexte de guerre. On est dans les guerres napoléoniennes, Napoléon est en train de conquérir la quasi-totalité de l'Europe, et il pille cette Europe. Il pille le Portugal, il pille l'Italie, il pille l'Espagne, il essaie de piller l'Europe de l'Est, et donc il faut rapatrier toutes ces richesses. Il va piller l'Égypte, il faut ramener tout cela en France, et donc d'une certaine manière le monétariser. Et donc l'une des premières missions de la Banque de France qui est créée à cette époque-là, c'est de financer les guerres. Donc là, on voit tout de suite le lien entre la question monétaire et la question militaire. Napoléon sera lui-même le premier actionnaire de la Banque de France. Les autres seront ses cousins, ses proches, et également donc, tout l'appareil de répression, le ministre des Finances, le préfet de police. Ce seront les premiers actionnaires donc, de la Banque centrale de France. Et cette banque va donc financer donc, les guerres, et elle va notamment financer la fameuse expédition qui avait été menée pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, expédition qui va être vaincue par Jean-Jacques Dessalines et qui va aboutir donc à l'indépendance d'Haïti en 1804. Haïti est la première république noire, le premier État africain à sortir du cadre colonial. Et c'est très important parce que quelques années plus tard, en 1813, Haïti va créer sa propre monnaie, la gourde, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, et qui était en fait fondée sur une équivalence avec le peso. Donc dès le départ, Haïti s'est extrait justement de la dépendance monétaire vis-à-vis de la France en créant la gourde. Ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où Haïti va créer sa monnaie, eh bien la France va accentuer en fait sa demande de réparation vis-à-vis de l'indépendance d'Haïti. Haïti avait arraché son indépendance, les esclaves avaient pris leur liberté, les propriétaires d'esclaves vont se tourner vers les banques en disant qu'elles demandent à être indemnisées de la perte de leurs esclaves, et les banques vont se tourner vers l'État français qui du coup va faire pression sur Haïti et va imposer en 1825 la signature d'une reconnaissance de dette de 150 millions de francs or à l'État haïtien en échange de la reconnaissance de son indépendance et contre le droit qui permet à Haïti de mener du commerce extérieur, c'est-à-dire d'échanger avec le reste du monde. À l'époque, Haïti était sous embargo économique. Et donc l'histoire d'Haïti, c'est le début de l'histoire de la dette, et c'est également le début de l'histoire de la guerre monétaire qui va être menée à cette époque-là. C'est 1825, c'est également la date où les premières pièces sont frappées par la France à destination du Sénégal. 5 ans plus tard, c'est la conquête de l'Algérie. Donc là, on voit qu'il y a un autre projet colonial qui est en train de se mettre en place. La France a vendu la Louisiane, le projet de l'Empire américain est tombé, et on se concentre davantage sur le cadre, donc, d'une part de la Caraïbe, mais surtout du continent africain. Arrive 1848, donc l'abolition de l'esclavage. Là, la France a bien retenu la leçon, et c'est avec, en fait, la valeur des esclaves qui vont être libérés à cette époque-là. On va ponctionner 1/8 de cette valeur, et par un décret de 1853, on va créer la première banque coloniale qui s'appelle la Banque du Sénégal. Et
Et cette banque du Sénégal va constamment évoluer en devenant un peu plus tard la Banque de l'Afrique occidentale, puis ensuite la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et tout ça, c'est pour montrer que les structures auxquelles on fait référence sont particulièrement anciennes et ne sont absolument pas nées en 1945. Donc, cette Banque du Sénégal va organiser le passage de l'économie de traite à une sorte d'économie légitime. Donc, ça va être la mise en place des grands monopoles capitalistes. Et parmi ces monopoles capitalistes, l'un d'entre eux, créé en 1887, va être la Compagnie française d'Afrique occidentale, connue sous le site de CFAO, qui va vendre énormément de produits, qui va se spécialiser dans l'import-export, dans l'automobile, dans un certain nombre de secteurs, et qui va être, dès cette époque-là, un véritable État dans l'État. En 1887, on est à une époque où il y a aussi les grands conglomérats qui se mettent en place autour du Congo belge, l'Union minière, Katanga, etc. Donc on a du côté français une reconversion du système monétaire, du système économique dans un cadre colonial. Un cadre colonial qui va être régulé par la conférence de Berlin, qui établit donc les règles de colonisation d'un point de vue militaire, commercial, religieux et politique. Et à partir donc, de cette fin du XIXe siècle, eh bien, il va y avoir toute une évolution dans la manière dont la question monétaire va être pensée. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on sait que la majorité des monnaies qui étaient en circulation, donc notamment en Afrique de l'Ouest, qui est le cas sur lequel je vais vraiment m'attarder, on sait que la majorité des monnaies à cette époque-là étaient en fait des kauris, c'est-à-dire des coquillages qui viennent à l'origine de l'océan Indien et qui sont venus soit par le commerce Est-Ouest, mené notamment par des marchands arabes et ensuite haoussa, soit par le contournement de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Donc ces kauris, ils sont apportés par bateau, par caravane, par des marchands, donc c'est une monnaie qui n'est pas frappée. Par conséquent, elle est difficilement contrôlable par un État. C'est réellement une monnaie de circulation. La différence entre la monnaie et l'argent, c'est que la monnaie, c'est les flux, c'est la circulation, alors que l'argent, c'est le stock, c'est ce qu'on garde, c'est ce qu'on épargne. Et cette monnaie de kauris, cette monnaie de coquillage, eh bien, elle va également avoir des usages, notamment des usages religieux, des usages sociaux, des usages esthétiques et artistiques qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors, en 1898, donc on va mettre en place donc, au niveau de l'Afrique occidentale, enfin de ce qui deviendra l'Afrique occidentale française, donc le premier système de fiscalité, un système qui va être fondé à partir d'un recensement approximatif de la population. On va compter à peu près le nombre de villages, on va prendre un nombre moyen de personnes par village, et à partir de là, on va instaurer une taxe, en disant que tel village doit payer tant, tel autre village doit payer tant, et ainsi de suite. Donc c'est une taxe qui varie entre 75 centimes et 2,50 francs par adulte, qui va d'abord être recueillie en nature, donc notamment dans le cadre des guerres de conquête, c'est-à-dire qu'on mène une guerre et en même temps on se sert, donc c'est le butin de guerre, on se sert sur les richesses donc, de la population. Et cependant, plus le contrôle territorial va être grand de la part donc, des colons, plus les paiements en kauris vont être importants. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, tout au long de cette période entre 1895 et 1918, on va dire, tout le travail de l'administration coloniale sera de faire en sorte que le taux de change de la monnaie africaine soit toujours dévalué en faveur du franc chaque année au moment précis de la récolte. C'est-à-dire que juste avant la récolte de l'impôt, on dévalue la monnaie de manière à rafler une masse monétaire beaucoup plus importante de monnaie africaine. Donc, à partir de 1903, donc, le paiement doit se faire à moitié en nature et moitié en monnaie coloniale. Puis donc, en janvier 1907, il y a un décret colonial qui interdit le paiement de l'impôt en kauris. Donc l'interdiction de payer l'impôt en kauris va conduire de plus en plus d'Africains à vendre ce qu'ils possèdent. Par conséquent, le bétail, mais aussi la terre vont être vendus afin de pouvoir payer l'impôt. Donc c'est le début de l'hypothèque qui se met en place à ce moment-là. Et en même temps que l'on interdit le paiement de l'impôt en kauris, eh bien, on essaie de couper l'approvisionnement à la source, puisqu'on interdit également l'importation
des coris. Donc cette importation des coris se fait à la demande des fonctionnaires coloniaux, mais également donc, des entreprises françaises qui ouvrent à cette époque des succursales sur place et qui tentent d'écouler leurs produits. Donc à partir de 1908, il est notamment demandé aux administrateurs de tenir une comptabilité uniquement en francs. Donc on laisse tomber le double système monétaire. La comptabilité se fera uniquement en francs, dès 1908. Et cette année, donc 1908, c'est précisément l'année où le franc atteint son taux le plus maximal, il vaut 1500 coris. Donc le taux de change le plus fort entre le franc français et le cori, donc monnaie africaine, a été de 1 franc pour 1500 coris. Donc à ce moment, les autorités coloniales pensent que la monnaie africaine va disparaître face à la civilisation. Et dans cette vision, il faut aussi voir le regard assez condescendant de l'administration coloniale, puisque l'usage du cori en fait était vu comme un signe de primitivisme. Le fait que les Africains utilisent des coquillages, c'était vu comme quelque chose de totalement absurde dans la rationalité européenne. Et c'était vu aussi comme un refus d'entrer dans la civilisation, mais aussi comme un affront personnel. Un affront personnel parce que ce sont très souvent des femmes, notamment donc les marchandes africaines, qui refusaient de vendre leurs produits à des colons qui se sentaient blessés dans leur qualité d'homme. Donc il y avait aussi beaucoup de ressentiment qui passait dans cette monnaie. Et c'est assez intéressant lorsqu'on lit les sources d'histoire économique, notamment en lien avec les révoltes populaires, les révoltes sociales qui sont menées dans les années 1910. C'est de voir que les femmes ont toujours été particulièrement visées par la répression monétaire, tout simplement parce que ce sont elles qui tenaient souvent les marchés et qui gardaient le trésor de guerre à la maison. Et la réponse de l'administration coloniale est assez radicale, puisque dans les années 1900, c'est justement dans le but de priver les femmes de ce contrôle monétaire et de cette autonomie économique qu'on va trouver plusieurs exemples où les autorités coloniales vont vendre les licences commerciales aux femmes beaucoup plus chères qu'aux hommes. Tout simplement parce qu'on sait que si on vend les choses plus chères aux femmes, eh bien on récupère tout l'argent du foyer. Et ça, c'est extrêmement bien pensé, de manière extrêmement machiavélique. On vise précisément ce qui est le cœur économique de la structure familiale. Et une fois que ce cœur-là est touché, eh bien, on récupère. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à savoir. D'autre part, les coris posaient aussi des soucis aux autorités coloniales. Il y a pas mal d'inconvénients, notamment le rapport entre le poids de tous ces coquillages et leur valeur réelle. Donc il y avait un coût de transport, par exemple, qui était jugé pas suffisamment rentable, et également donc, un problème de stockage, à vos souhaits. Pour ces questions de stockage, les Africains, eux, ne voyaient pas d'inconvénient, parce qu'ils avaient toujours fonctionné avec une monnaie qui circule. On n'était pas dans la thésaurisation, on n'était pas dans le stockage, on n'était pas dans la capitalisation, donc la monnaie circulait, monnaie de cori, monnaie de coquillage. Et là, je cite notamment donc, un historien, Félix Sirocco, qui explique à cette époque-là que l'attachement au cori et le refus d'adopter le franc, donc le franc français, était déjà une façon de défendre l'indépendance et la souveraineté avant même la conquête coloniale. D'autre part, c'est important aussi de savoir que le cori donnait un avantage aux consommateurs africains face aux colons français ou aux consommateurs français. Cet avantage, il était réel et il permettait surtout aussi aux Africains qui étaient sous domination coloniale française de commercer avec les Africains qui étaient sous domination coloniale britannique. Donc là, vous avez notamment donc, une carte de l'Afrique de l'Ouest, donc le Ghana qui était une colonie britannique, et autour du Ghana, eh bien, on voit qu'il y avait d'autres territoires qui ont tous été des colonies françaises. Donc la Côte d'Ivoire, le Burkina d'aujourd'hui, le Bénin, un peu plus loin le Nigeria, le Togo aussi qui avait un statut un peu particulier. Et donc les Africains qui vivaient dans tous ces territoires-là, qui ne voyaient pas les frontières coloniales telles qu'elles ont été passées par la suite, avaient déjà l'habitude d'échanger. On avait des systèmes monétaires en cori qui étaient valables aussi bien au Ghana qu'en Côte d'Ivoire qu'au Bénin de la même manière. Et lorsque l'on met en place les administrations coloniales,
eh bien, dans le cadre administratif, eh bien, il y a la volonté de bien spécifier ce qui relève de la couronne britannique, de ce qui relève de l'administration coloniale française. C'est ce qui explique qu'en 1912, les Britanniques vont mettre en place le West Africa Currency Board. Et en réponse donc, au West Africa Currency Board, eh bien, les Français également vont développer justement toute leur administration fiscale. Ils vont la développer en s'appuyant donc sur, encore une fois, la dimension de conquête militaire. Donc l'un des éléments très importants, c'est en 1913, il y a une guerre qui est menée en Pays baoulé, donc on est dans le centre-cœur de la Côte d'Ivoire. Et cette guerre-là, en fait, elle vise tout simplement à abattre toute une communauté qui faisait un obstacle à la construction de la fameuse ligne de fer qui menait, qui va de Abidjan jusqu'au Burkina Faso. La ligne de fer dont vous voyez le tracé sur la vignette, qui correspond donc à l'actuelle boucle ferroviaire que Bolloré est en train de réhabiliter dans son fameux projet de Blue Line. Donc tout ça, c'est pour montrer que les vieux projets coloniaux sont constamment réactivés et que ce sont des projets qui ont permis réellement le pillage de toute cette partie du continent africain et que ce n'est pas pour rien que actuellement certaines personnalités, certains groupes tentent de les réactiver. Donc il y aura donc cette guerre donc, contre les résistances en Pays baoulé en 1913 et dont l'une des conséquences justement va être de créer ce qui deviendra plus tard la colonie du Burkina Faso, la Haute-Volta. La Haute-Volta va être créée pour séparer tout simplement la Côte d'Ivoire et également ce qui était le Soudan français, pour créer une autre entité politique et juridique qui sera fiscalement contrôlée et pour s'assurer sur tout le long du trajet bien, que l'autorité politique et monétaire soit en place. Donc les guerres de prédation, les guerres coloniales visent à créer encore une fois des entités politico-juridiques qui sont en fait totalement factices ou fictives et qui ne servent en fait finalement qu'à contrôler à la fois la force de travail mais également le réseau monétaire. Donc le chemin de fer sera construit donc de Abidjan jusqu'à Bobo-Dioulasso au début des années 30. En parallèle, la France va s'appuyer donc sur un réseau bancaire colonial qui est hérité de la traite. Donc elle va tenter d'affirmer son contrôle en frappant le monnaie. Donc en 1908, depuis Dakar, il va y avoir donc, à partir du moment où on estime que le contrôle militaire est assuré, les autorités françaises donc, décident d'abolir la perception de l'impôt en nature, donc fini l'impôt payé en nature, et donc de remplacer le kauri, donc la monnaie africaine, par une petite pièce de cuivre de 1 centime qui était peu utilisée en France. En fait, c'est un peu comme si on prenait les pièces de 2 centimes d'euros et qu'on les envoyait en Afrique en disant voilà, ça va être votre monnaie. Donc les pièces que personne n'utilise, on les envoie là-bas. Donc ça a été d'abord la première tentative. Donc c'est également très important à partir de 1908 que la question monétaire qui était traitée à la dernière page de la section des affaires commerciales du rapport colonial, c'est-à-dire tout à la fin du rapport colonial, va passer de la toute dernière page à la toute première page en premier élément, première rubrique de la question des affaires politiques du rapport colonial. Donc on voit réellement un basculement et la question monétaire devient fondamentale dans la manière dont on construit ce projet colonial. Alors, par rapport à la monnaie, l'argent, donc pour le Trésor français, donc, lié à la Banque de France, donc celle qui avait été créée par Napoléon en 1800, il s'agissait en fait de se délester, donc bien évidemment des pièces jaunes que les Français utilisaient pour payer leurs impôts, c'est-à-dire que les Français eux-mêmes utilisaient des pièces de 2 centimes d'euros, etc., pour payer leurs impôts. Donc ces pièces de 2 centimes, on les renvoie en Afrique. Donc c'était une manière de se délester sur le continent africain des pièces dont on ne se servait pas à cette époque-là, donc en métropole. Cependant, les Africains expriment en fait la même désaffection que les Européens, que les Français vis-à-vis de ces pièces. Ils les jugent pas du tout pratiques, trop faciles à perdre, inutilisables et surtout impossibles finalement à insérer dans les appareils de compte africains. Puisqu'on avait créé des appareils de compte, des appareils de comptabilité qui étaient notamment des... comment dire, je ne me rappelle plus du nom, mais des tiges de fer sur lesquelles en fait on faisait jouer des équivalences, voilà, des bouliers compteurs. Et ces pièces
de 1 franc français, ce sont des pièces qui sont pleines. Par conséquent, l'une des stratégies de la France va être en fait ensuite d'envoyer, de faire concurrence aux Britanniques qui, eux, avaient été plus intelligents. Ils avaient envoyé des pièces qui avaient un trou au milieu, parce qu'ils avaient vu la manière dont les Africains comptaient la monnaie, et ils avaient estimé que plus on trouvait une pièce qui correspondait à la manière dont les Africains géraient cet outil, cet instrument, plus il serait facile de la faire adapter par les commerçants africains. Donc les Britanniques avaient été beaucoup plus malins, et les Français s'en sont rendus compte, donc ils vont essayer à chaque fois de copier un peu le modèle britannique tout en étant en concurrence. Donc Paris va décider de frapper donc, 2 nouvelles pièces de 5 et 10 centimes, donc avec un plus grand diamètre, avec un trou au milieu qui permet donc, de mettre les pièces donc, autour d'un fil. Il y aura néanmoins donc, à nouveau un échec, c'est-à-dire que cette pièce ne va pas s'imposer. Et donc là, on va prendre la décision de supprimer radicalement donc, les coris. Donc en 1917, l'administration coloniale va inviter tous les Africains à payer la taxe en coris. Là aussi, c'est assez intéressant parce qu'au départ, on avait interdit aux Africains de payer les taxes en coris. Donc les Africains avaient gardé leur monnaie, ils continuaient à faire leurs échanges commerciaux entre eux dans la monnaie africaine. Et les Français n'arrivaient pas à récupérer cette masse monétaire, à couper le circuit monétaire africain. Donc on fait un virage à 180 degrés, et là on dit aux Africains, payez toutes vos taxes, vos impôts en monnaie africaine. Donc tout va être payé à cette époque-là en monnaie africaine. Donc on va recueillir plus de 600 millions de coris, qui était l'équivalent de 400 000 francs de l'époque. Et une fois qu'on aura recueilli le maximum de monnaie africaine, eh bien évidemment, on va les détruire. On va les couler dans des lacs, on va les fondre pour faire de la peinture, on va faire disparaître cette monnaie africaine. De manière anecdotique, c'était pareil avec le franc français, hein, les pièces ont été fondues, les billets ont été transformés en briques pour faire chauffer les bâtiments, etc. Bref, tout cela va être utilisé, tant et si bien qu'on a aujourd'hui des bâtiments de l'administration coloniale dont la peinture est tout simplement faite à partir de monnaie africaine coulée et transformée en fait en peinture. Donc ça aussi c'est assez cocasse et anecdotique. Alors, les Africains néanmoins avaient déjà leur propre modèle de résistance, et là c'est une slide que j'ai rajoutée, qui n'est, je pense, pas dans le fascicule, qui aborde en fait 2 points. C'est la question de la monétarisation et de la spoliation des ressources sous couvert de l'impôt en Centrafrique et au Niger. Très souvent, on présente le franc CFA comme étant l'impôt colonial, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le franc CFA n'est pas en soi l'impôt colonial. Le franc CFA, c'est le prétexte qui sert à piller les ressources du continent africain, qui sont, elles, le véritable impôt colonial. Et là, on a, par exemple, donc, la comptabilité au niveau de l'AEF, de l'AOF, de Madagascar et dépendance et du Congo belge, donc avec le chiffre de l'impôt, le nombre d'habitants, le taux d'imposition par tête d'habitant. Et j'ai pris quelques citations extraites donc, des rapports coloniaux de cette époque-là. Donc le premier, c'est 1901, c'est un administrateur du Chari, donc on est en Centrafrique, en Afrique centrale, une autre logique, beaucoup plus répressive. Donc c'est une circulaire. Vous ne devez pas oublier que toutes les amendes doivent être payées en ivoire ou caoutchouc et que nous ne devrons rendre les prisonniers, sauf intérêt politique majeur, que contre 50 kg de caoutchouc ou 20 kg d'ivoire. Donc on est en 1901, on est dans une période entre conquête coloniale, répression et instauration d'une fiscalité coloniale, donc on jongle entre plusieurs systèmes. On fait mention donc, de ces fameux prisonniers d'opinion politique, et on fait mention bien évidemment d'un système de rançon, d'un système de rançonnage qui a très clairement des liens avec l'actualité. Voilà. Puisque par exemple, lorsque on avait dévalué le franc CFA en 1994, le seul dirigeant au courant à l'époque, c'était le président sénégalais Abdou Diouf, et s'était posé la question de comment faire venir les chefs d'État à Dakar sans leur dire à l'avance qu'on allait dévaluer le franc CFA. Donc Abdou Diouf avait inventé une réunion sur Air Afrique, en disant venez, on va faire une réunion sur Air Afrique. Il était très embêté de leur mentir. Ils sont arrivés à Dakar, on les a mis dans un hôtel, on leur a dit vous ne sortirez pas tant qu'on n'aura pas acté la dévaluation.
Donc ils se sont fait avoir de cette manière-là. Et c'est l'époque où aussi beaucoup d'autres systèmes d'otages, de rançonnage se mettent en place. La deuxième citation, qui est toujours de la même source, donc à partir du 1er janvier 1904, l'impôt indigène dans les régions où l'argent n'a pas encore cours, sera payé un quart en numéraire, donc en monnaie, voilà, et 3 quarts en produits du sol. Donc on voit bien que ce sont les produits du sol qui justifient finalement la question monétaire. Pendant les années suivantes, la proportion du numéraire exigé augmentera d'1 quart par année, de telle sorte qu'à partir du 1er janvier 1908, l'impôt sera exclusivement perçu en argent. Citation suivante, un débat parlementaire de 1906, l'indigène fournit, à titre d'impôt, une quantité de caoutchouc qui représente 5 ou 6 fois, parfois 10 fois la valeur de l'impôt. L'État ne perçoit que ce qui doit lui revenir. La société concessionnaire encaisse le surplus, elle encaisse les 4/5e, les 5/6e, quelquefois les 9/6e de l'impôt réellement exigé. Enfin, la dernière citation par rapport à Lubangui, un rapport d'inspecteur local. Vous arrivez dans un village et après 2 ou 3 heures de pourparlers, pour se débarrasser de vous, on vous donne généreusement une poule ou quelques kilos de poissons secs en promettant, car on promet toujours que la prochaine fois on paiera le tout. Et quand vous repassez 2 mois après, dès que vous êtes signalé, tout le village s'enfuit dans la brousse. Vous ne trouvez qu'un homme ou deux qui vous disent qu'on est au caoutchouc et qu'on paiera au retour. Donc tout ça aussi montre un peu les stratégies qui étaient mises en place par les Africains et surtout la manière dont on va introduire de manière forcée le crédit colonial. Ça c'est un point qui est extrêmement important parce que ce que vous avez là, ce sont les éléments de construction de l'endettement des Africains qui expliquent la fabrication de la dette au moment de l'indépendance et donc la justification pseudo-juridique du franc CFA et des accords monétaires à cette époque-là. Le dernier point, qui est extrait d'un mémoire qui m'a été envoyé par un camarade militant du Niger, Lawan Abdoulaye, qui est également militant au niveau de la Ligue panafricaine Moja. Je souligne au passage qu'il y a beaucoup d'étudiants africains qui travaillent sur ces questions-là par rapport à leurs pays respectifs et qui produisent et qui cherchent souvent à publier. Donc Lawan m'avait envoyé donc son travail et j'ai pris cette citation que je trouvais extrêmement intéressante. Un jour de l'année 1916, le gouverneur colonial, on est au Niger, avait fait savoir que dorénavant l'impôt ne devait plus être payé en bouddhi, donc les galettes de mille qui servaient à payer l'impôt, c'est-à-dire en nature, mais en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est ainsi qu'il a convoqué les chefs de tribus Touareg pour leur faire connaître la nouvelle règle qui fait office de décision administrative. Lorsqu'ils eurent écho de la décision, 2 tribus de l'Ogomaten se révoltèrent. Donc il y a la révolte. Un peu plus tard, l'un des chefs convoqués par le gouverneur demanda à l'aide de l'interprète « Cette galette en argent, donc qui fait référence à la pièce de 5 francs, où a-t-elle été cuite? Si le commandant veut que je lui règle l'impôt, que je dois à la France en chameau, en autruche, bœuf, chèvre, mille, riz, beurre de vache ou même captif, je peux le faire. Mais s'il exige que je lui donne des galettes cuites en France, alors je n'en pourrais les lui trouver. » Et tout ça, c'est toute l'absurdité qui fait qu'on a nos échanges en CFA dans une monnaie qui n'est même pas fabriquée dans les pays dans lesquels on échange cette monnaie-là. Donc c'est en 1916, donc dès 1916, ils avaient déjà compris l'arnaque. Et aujourd'hui, on est en 2016, et il y a encore des personnes qui disent que le franc CFA, que ce système-là est bon pour le développement du continent africain. Donc c'est assez hallucinant, c'est très intéressant vraiment d'étudier toute cette partie-là. C'est une partie de l'histoire qui est marquée par énormément de répression, c'est-à-dire qu'on a brûlé les villages, on les a rasiés. Quand on ne payait pas l'impôt, c'était la mise en esclavage, puisque le travail forcé dans l'Empire français a continué jusqu'en 1946. Donc c'est vraiment une période qui, à mon sens, mérite d'être davantage connue parce qu'elle éclaire un certain nombre de points qui permettent de recontextualiser les choses. Donc après 1918, on a le sentiment que le Goury va reculer, d'autant plus que les fameux tirailleurs sénégalais reviennent, après avoir combattu, donc ils reviennent avec leur solde en francs français, donc ils introduisent de manière massive, notamment donc la monnaie fiduciaire, les billets. Donc ça entraîne donc une inflation des prix en francs français, sauf que tous ceux qui sont restés dans le système de la monnaie africaine, donc hors du système des produits importés, ne sont pas touchés par cette inflation.
tant et si bien que ceux qui restent dans la monnaie africaine gardent un pouvoir d'achat fort, tandis que ceux qui se retrouvent dans le système monétaire français, donc les deux systèmes se chevauchaient, eh bien, voient leur pouvoir d'achat diminuer. Donc il y a une hausse du coût de la vie qui se traduit notamment donc, au niveau des produits importés de France. Et donc on constate que le cori est plus stable que le franc, et tous les employés africains de l'administration coloniale qui reçoivent leur salaire en francs constatent que le taux de change est également favorable au cori, et que le cori est plus intéressant pour commercer avec les colonies britanniques que le franc. Donc si on veut faire du commerce, par exemple entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les administrateurs coloniaux constataient que c'était plus intéressant de le faire en cori plutôt que de le faire en franc. Sauf que eux, par rapport à leur propre consommation d'administrateurs coloniaux, eh bien, le taux de change entre le franc et le cori leur était défavorable. Donc les sources montrent justement que ce sont les employés de l'administration coloniale qui constataient que leur pouvoir d'achat en franc était inférieur à leur pouvoir d'achat en cori, qui vont alerter à cette époque-là l'administration centrale. Et on est à une époque où justement vous aviez le tableau d'équivalence, le cori gagne en valeur par rapport au franc, puisque la pièce de 5 francs qui valait donc 4000 coris en 1920 ne vaut plus que 1500 coris en 1922. Donc là, on a vraiment une évolution de ce taux monétaire qui est favorable au cori. Et la réaction des autorités françaises eh bien, sera de durcir le ton. Donc en 1925, on note dans le code de l'indigénat que le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est une infraction. On peut aller en prison si on refuse d'accepter quelqu'un qui veut vous payer en francs français. Donc on impose réellement la coercition, on passe vraiment à un autre stade beaucoup plus violent. Donc cette période, les années 20-30, vont être extrêmement importantes dans l'évolution de la situation, puisqu'elles correspondent à la mort du cori. Même si le cori va continuer à exister jusque dans les années 80-90. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on partait au village, on avait tout le temps des coris dans la voiture. Tout simplement pourquoi? Parce que même encore aujourd'hui, allez dans une capitale africaine, prenez la voiture, faites 100 km, arrêtez-vous dans un marché, sortez un billet de 10 000 francs pour acheter quelque chose qui coûte 1000 francs, personne n'aura la monnaie. Personne n'aura la monnaie, parce qu'il n'y a pas eu de pénétration monétaire à l'intérieur. La monnaie qui a été créée sur le continent africain, elle ne vise qu'à extorquer les richesses et les amener à l'extérieur du continent africain, et non pas à créer un marché interne. Et c'est ce qui explique actuellement le développement de l'économie mobile, des trucs où on paye en envoyant du forfait, du crédit, des choses comme ça. Donc moi je me rappelle vraiment jusque dans les années 90, on avait tout le temps cori, noix de cola, une autre équivalence monétaire dès qu'on partait au village. Parce que bien évidemment il n'y avait pas non plus de carte bleue, tout ça. Alors les années 30 sont des années de montée du fascisme, de crise économique. Et donc en 1932, donc, on a le zénith de l'économie coloniale. On estime qu'en 1932, donc 29% des importations et 32% des exportations françaises sont liées aux colonies. Dans l'Empire britannique, c'est 36 et 48%. Cette même année 1932, la Banque de France refuse officiellement d'accepter du papier étranger libellé en monnaie étrangère. Donc c'est toute la mise en place du protectionnisme le plus dur. Chacun protège ses intérêts, les monopoles, les barrières douanières. Les Américains qui ont également fermé leurs frontières avec la crise de 29. Et donc on a une période où l'empire colonial est de plus en plus mis à contribution. Il le sera également donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va donc donner naissance à cette fameuse expression de nazisme monétaire. Alors sur cette Seconde Guerre mondiale, il faut souligner que dès 1939-40, la France décide d'envoyer toutes ses réserves d'or à l'extérieur du territoire métropolitain. On en envoie une partie au Canada, une partie aux États-Unis, donc qui va intégrer notamment la réserve fédérale américaine qui avait été créée en 1913, le système bancaire américain aussi extrêmement intéressant, il est aussi lié à la question esclavagiste. Une autre partie va retourner en Guyane et aux Antilles, et un gros magot aussi va aller à Dakar. Dakar qui sera donc la première capitale financière africaine de l'Empire.
Et donc en 1940, donc le début de la guerre, la France capitule très rapidement. Charles de Gaulle part à Londres, il fait son discours. Et là, il y a dans tout cet empire colonial un seul homme en fait, qui rejoint Charles de Gaulle. C'est un noir, il est originaire de Guyane, il s'appelle Félix Éboué. Et c'est lui qui va lever une armée coloniale qui va participer à la libération de la France. C'est très important de le souligner parce qu'en 1940, la quasi-totalité, la totalité des gouverneurs coloniaux français, que ce soit en Afrique, en Indochine, etc., ils étaient tous déjà en train d'apprendre à parler allemand. Ils avaient tous commandé leur bouquin d'allemand, ils étaient tous convaincus que c'en était fini de la France, que la France allait être vassalisée par l'Allemagne. Il y avait un défaitisme total, et c'est le seul gouverneur noir de tout l'Empire qui s'est dit non, nous, on ne va pas se laisser faire, on va monter une armée, etc. Donc ça montre à quel point la France doit absolument tout à son empire africain, et qu'en mettant en place donc, le franc CFA, elle a été particulièrement ingrate, et je dirais même plus. Je dirais même plus, puisque en décembre 1944, vous aviez la fameuse répression de Tiaroy, le massacre de Tiaroy. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tirailleurs sénégalais qui se sont battus, qui demandent leur argent. On nous a promis de l'argent. Ils demandent, avant d'embarquer au Sénégal, donnez-nous notre argent, on veut rentrer en Afrique avec notre argent. Et là, on leur dit, vous aurez votre argent en arrivant à Dakar. Ils arrivent à Dakar, l'argent n'est toujours pas là. Il y a des discussions que les officiels français se disent, on ne va pas leur donner autant d'argent, il n'y a rien à acheter au Sénégal, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent? On va leur en donner moins. Et puis, les tirailleurs sénégalais, ils se révoltent, ils prennent en otage un général dans le camp. Au bout d'un moment, ils ont pitié de ce général qui leur dit « Libérez-moi, je vais aller négocier pour vous votre paiement ». Le général est libéré, la première chose qu'il fait, c'est qu'il réunit la garde et dès que la nuit tombe, pendant que les autres sont endormis, eh bien, on massacre les tirailleurs sénégalais qui réclamaient tout simplement leur argent. Donc le cas du massacre de Tiaroy, il est aussi révélateur de la manière dont la France est particulièrement pingre et radine vis-à-vis de tout ce qu'elle doit à l'Afrique de cette époque-là. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce climat-là que le 26 décembre 1945, le Front des colonies françaises d'Afrique va être officiellement créé à l'issue d'une réunion auprès de la Banque mondiale et du FMI, donc auprès des institutions de Bretton Woods, créé par un décret signé par le général de Gaulle. Alors, dans quel sens est-ce un nazisme monétaire? Sous l'occupation, l'Allemagne avait imposé des taux de change totalement fantaisistes avec toutes les monnaies nationales européennes. Ils avaient estimé qu'un Reichsmark valait 20 francs français sans aucune logique économique. Puisqu'il faut bien comprendre que dans la question du franc CFA, on n'est pas dans une logique économique. Le débat n'est pas économique, il est purement politique. Donc on a décidé politiquement qu'un Reichsmark valait 20 francs français. Ce qui permettait en fait à l'Allemagne de se payer sur les exportations françaises et à la France de payer doublement elle-même ses propres importations vis-à-vis de l'Allemagne. Donc c'était un bénéfice total pour l'Allemagne. Et c'est un système qui va être mis en place dans les autres territoires sous occupation allemande. Donc là aussi, le franc CFA n'est pas une monnaie d'occupation, c'est une monnaie de colonisation. Donc là aussi, je pense que lorsqu'on fait référence à ce qui s'est passé d'un point de vue monétaire du temps de l'occupation française, je dirais qu'on est un peu trop gentil. On fait du sensationnalisme avec une expression, mais cette expression, elle gomme tout ce que j'ai évoqué depuis les 40 minutes où je parle déjà. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour rester dans les temps, pour ici rapidement revenir donc, sur ce que j'appellerais les préalables politiques à la mise en place du franc CFA. Donc ces préalables-là vont s'appuyer sur une élite politique africaine cooptée, dont le tournant sera la transition à un poste qui était le poste de ministre délégué à la présidence du Conseil, poste occupé par Léopold Sédar Senghor jusqu'en fin janvier 1956 et qui va ensuite être occupé par Félix Houphouët-Boigny à cette époque-là. Et c'est à partir de ce moment-là, donc début de l'année 1956, que tout le mécanisme monétaire qui aboutira aux accords monétaires de 60-61 et donc à la consolidation du franc CFA comme élément central du pacte colonial se met en place. En mars 1956, vous avez les indépendances du Maroc et de la Tunisie.
Là aussi, petit aparté, il y avait un franc des colonies qui circulait en Indochine, en Syrie, au Liban, au Vietnam, en Tunisie, en Algérie, également donc au niveau du Maroc. Quand tous ces pays ont pris leurs indépendances, ils ont tous créé leur monnaie nationale. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important à avoir à l'esprit. Tous ont pris leur monnaie nationale. Donc l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, en mars 56, juin 56, la loi cadre de fer, donc, qui met en place des gouvernements ou des assemblées territoriales au niveau de chaque colonie. Hein, donc on passe déjà dans une logique de transfert de compétences, de transfert de pouvoir. Sauf qu'à la même époque que se met en place ce débat sur la décolonisation, la France est également dans le débat sur la construction européenne. Elle est confrontée, notamment Gaston Defferre, qui est un Européen convaincu, mais qui est en même temps le maire de Marseille, donc la grande ville coloniale spécialisée dans l'import-export, qui faisait fortune justement sur ces taux de change monétaire et sur les accords commerciaux. Gaston Defferre est profondément européen et profondément attaché à l'Afrique. Et par conséquent, dans toute la négociation du traité de Rome, dont l'architecture va aboutir à Maastricht, Schengen, etc., puis aujourd'hui les histoires autour de la survie de l'Europe avec le Brexit, eh bien, il va imposer aux Européens, donc à la communauté, aux CIS, à cette époque-là, que le marché colonial africain de la France soit également inclus, notamment dans ce qui deviendra les accords de Cotonou, Lomé, accords ACP, accords de partenariat économique. Et très clairement, il explique jusqu'à 10 jours avant la signature de ce fameux traité de Rome, le fameux traité qui fonde l'Europe, il explique que si la France doit choisir entre l'Afrique et l'Europe, et si pour construire le projet européen, elle doit renoncer à l'Afrique, eh bien, elle préfère très largement renoncer à l'Europe. On a les sources, on a les documents, c'est clair et net. Par conséquent, toute la stratégie, c'était de voir de comment faire rentrer le maintien des intérêts en Afrique dans ce projet européen, tout en gardant la spécificité française. C'est aussi dans ce cadre-là que va se bâtir toute l'architecture monétaire et un certain nombre d'éléments, donc le pacte colonial et ce que j'appelle la franco-obstination, c'est-à-dire convaincre les Africains de l'ancien empire colonial français qu'il n'y a pas de survie en dehors du maintien des liens avec l'ancienne métropole. L'autre stratégie, ça va être de doubler donc, tous les accords bilatéraux, commerciaux, monétaires, diplomatiques, etc., à un niveau multilatéral. Donc en faisant jouer d'autres structures, qui seront notamment donc, le FMI, la Banque mondiale, la francophonie, puisque la francophonie a un volet économique qui est particulièrement développé, et également donc l'Europe. Donc 1958, le référendum, donc, qui va être rompu par la Guinée de Sékou Touré. Donc à partir de ce moment-là, on sait que l'empire colonial va s'effondrer. On le sait d'autant plus qu'il y a déjà eu des avancées au niveau du Togo, le Togo qui avait un statut un peu particulier. Et la France comprend que c'en est fini de son empire, et donc il faut maintenir le système en place. Et donc la question monétaire va être un élément de délivrance de ce que j'appelle le récépissé des indépendances. C'est-à-dire qu'on se présente au guichet à l'Élysée, on dit ce qu'on veut, c'est-à-dire rester dans le franc français, rester dans la francophonie, rester dans les accords militaires, et puis bim, il y a le récépissé de l'indépendance qui vous est délivré. Et si vous arrivez en disant non, nous on veut sortir, nous on veut avoir notre propre monnaie, on veut commercer avec le Ghana ou avec d'autres pays africains, eh bien, étrangement, la plupart des dirigeants qui ont été dans cette optique-là se sont retrouvés dans des situations extrêmement compliquées. Alors, monnaie forte, monnaie coloniale, bon là ce sont quelques points techniques sur lesquels je ne vais pas m'attarder, qui renvoient tout simplement au mécanisme du franc CFA. Ce qui est ici, ce sont les points qui sont des points un peu lambda. C'est-à-dire que quand vous regardez les articles sur Internet, sur le franc CFA, c'est un peu ce qu'on vous explique, hein, qu'il y a une parité fixe entre le franc français et enfin, le euro et le franc CFA, contre le dépôt donc de 65 puis 50% des réserves monétaires africaines au trésor français, mais on sait que c'est plus de 90% dans certains cas qui sont déposés. Donc une libre convertibilité entre le CFA et le franc français, mais bon, le franc français a disparu, donc c'est avec l'euro, mais cette libre convertibilité n'existe plus en tant que telle depuis 1993.
2 zones, voire même 3 zones de francs CFA différentes, donc une zone pour l'Afrique de l'Ouest, une zone pour l'Afrique centrale, donc 2 CFA différents qui ont la même valeur, mais quand vous utilisez le CFA de l'une zone dans l'autre zone, eh bien il n'est pas accepté. Ou alors, quand il est accepté, c'est très compliqué. Moi, j'ai déjà été, par exemple, au Cameroun avec du CFA du Togo. Les gens voulaient me faire du change. C'est-à-dire que je voulais remettre un billet de 10 000 CFA venu du Togo, et ils voulaient me remettre 9 500 francs CFA du Cameroun, alors que c'est la même monnaie, c'est le même taux. Donc là aussi, c'est quelque chose qui montre et qui laisse supposer que les échanges économiques entre le Togo et le Cameroun sont également ponctionnés par une commission qui doit bien partir quelque part. Si un simple citoyen il peut faire ce type de proposition, au niveau des États, c'est encore autre chose. Donc il y a tout un système d'évasion et de corruption qui est facilité par le fait que tout est centralisé sur Paris. Donc il y a aussi la place financière parisienne qui rêve donc de récupérer l'hégémonie britannique donc depuis le Brexit, est aux aguets, puisque la vraie première place financière africaine, c'est Londres. Paris, ça ne représente rien à l'échelle africaine. La vraie place financière africaine, c'est Londres, parce que les véritables économies africaines, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, c'est les pays anciennement colonies britanniques d'Afrique de l'Est, etc. Les pays francophones ne représentent rien. Ils trustent les dernières places des classements économiques. Il paraît que le CFA n'y est pour rien. Bon, le CFA permet néanmoins donc une stabilité au niveau des prix, une maîtrise de l'inflation, même si la vie est extrêmement chère, une absence de fluctuation. Quand vous débattez, on vous explique que c'est mieux d'avoir du CFA parce qu'au Zimbabwe, la monnaie, elle varie du jour au lendemain, etc. Bon, c'est relatif parce que dans un pays où la monnaie fluctue, ben, les gens s'habituent aux fluctuations. Mais dans un pays où la monnaie ne bouge pas, le jour où elle change, c'est un cataclysme. C'est un peu comme un pays qui a régulièrement des séismes et qui du coup adapte sa construction au séisme. Et un pays qui n'en a jamais, mais le jour où il en a un, c'est une catastrophe totale. Donc là encore, c'est la question du serpent monétaire, de la fluctuation monétaire, elle est discutable. Alors les enjeux donc, sur les questions de souveraineté, donc la responsabilité des élites africaines, le fait que l'on se prive d'un instrument de navigation économique, la question des termes de l'échange illégal, sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, donc, et puis les effets, donc le fait que le CFA favorise l'importation au lieu de l'exportation en tant que telle, sauf pour les pays qui exportent traditionnellement donc, des matières premières de manière assez importante. Donc on rentre dans ce système de rente et de monopole colonial, donc on absorbe la production venue de l'extérieur. Donc c'est aussi en lien avec le mécanisme des APE, l'ouverture des marchés africains et la non-compétitivité des produits africains sur les marchés européens. Le fait que le soutien à la consommation africaine nuise aux mécanismes de production, donc une non-industrialisation et une non-compétitivité des produits africains dans un cadre multilatéral, puisque le marché mondial ne se résume pas qu'à l'Europe. Et sur ce plan, on est concurrencé par les autres économies, notamment d'Amérique du Sud et d'Asie. Et puis donc ce maintien donc, dans cette fameuse aide au développement, qui fait que la charité et la mendicité sont des fautes politiques extrêmes sur lesquelles on ne peut plus transiger. Ensuite, il y a quelques cas que je voulais rapidement évoquer, des pays qui sont sortis. Je vais passer très rapidement dessus parce que tout est indiqué sur les slides. Il y a la Guinée de Sékou Touré, qui est sortie donc, du système monétaire français, qui a néanmoins gardé des accords monétaires pour créer le franc guinéen, et qui, dans ce cadre-là, a été pris de court par les intérêts français qui, en fait, étaient rapatriés. Enfin, il y avait une course contre la montre entre la prononciation de la création de cette monnaie et un certain nombre de mesures, notamment le fait que Sékou Touré voulait que toutes les entreprises aient leur siège en Guinée. Parce que quand on parle de monnaie, on parle aussi de fiscalité. Donc, bien évidemment, toutes les entreprises se sont arrangées pour quitter la Guinée avant la proclamation donc, de la monnaie guinéenne et la mise en place de la banque centrale guinéenne, la Banque de la République de Guinée et l'Office d'échange. Donc les nationalisations, d'une certaine manière, ont été sapées par la fuite des capitaux. Et moins d'une semaine après la naissance du franc guinéen, donc la France va suspendre les transferts financiers, donc le début d'un embargo économique et commercial.
Donc là, la réponse est extrêmement rapide. Et puis, il y aura toute une guerre monétaire livrée contre la Guinée. On va fabriquer des fausses coupures de francs guinéens. Bref, il y aura toute une ambiance extrêmement... un premier exemple de guerre monétaire à cette époque-là. Il y a quelques éléments que j'ai mis sur le côté, j'y reviendrai peut-être par la suite. Le cas du Mali de Modibo Keïta, là aussi on a un pays qui va à l'indépendance dans un cadre fédéral avec le Sénégal. Mali et Sénégal formaient une fédération, la fédération du Mali, qui signe des accords d'indépendance avec la France. Et dans ces accords-là, il y a des accords monétaires. Sauf qu'entre Senghor et Modibo Keïta, les relations ne se passent pas bien, et donc il y a la rupture. Et c'est le Sénégal qui va garder des accords monétaires, et le Mali va considérer que puisqu'il y a eu rupture au niveau de la fédération du Mali, il n'est plus lié par ces accords monétaires. Par conséquent, Modibo Keïta va lui aussi travailler sur une monnaie nationale, qui sera le franc malien, donc créé le 1er juillet 1962. Au terme d'un long travail de pédagogie, il a fait des discours. Modibo Keïta a fait des discours pédagogiques de la même, du même niveau que ceux de Fidel Castro à l'époque. C'est-à-dire expliquer la révolution, expliquer la rupture, expliquer l'impérialisme, aller dans les villages pour expliquer tout ça, pour préparer la population. Mais là encore, il y aura une obstruction manifeste. Bon, je ne vais pas dire d'une petite bourgeoisie malienne, ce serait peut-être trop m'avancer, mais il y a eu des groupes sociaux qui n'ont pas accepté ces changements, et il y aura beaucoup de troubles à cette époque-là. Et quelques années plus tard, donc, on va relancer les accords franco-maliens, puis Modibo Keïta est renversé, puis le Mali, donc Moussa Traoré, va revenir dans le giron du franc CFA de manière encore plus dure. C'est-à-dire que quand vous sortez, on vous fait la guerre, et si vous osez revenir, on vous met encore plus à genoux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon sens, a peut-être inspiré les Grecs quand ils se sont vus confrontés à des choix. Ils se sont dit, bon, si on sort et qu'on doit revenir, on va encore payer plus cher, donc on va rester, on va voir ce qui va se passer. Et ça a été la réflexion de beaucoup de dirigeants africains à cette époque-là, c'est-à-dire un manque de courage, un manque d'autonomie, puisque dans toutes les constitutions des États africains indépendants en 1960, il est marqué noir sur blanc qu'on a le droit de créer sa propre monnaie nationale. Comme on a le droit de faire l'unité africaine. Dans toutes les constitutions, c'est noté. Donc politiquement, le projet est jouable. Bon, il y a quelques autres éléments sur le côté que j'ai mis concernant le Mali, bon, sur lesquels je reviendrai peut-être éventuellement dans la discussion. Le Togo, qui lui aussi n'a pas été une colonie française en tant que telle, et qui a été sous mandat. Donc un Togo britannique qui va ensuite être intégré au Ghana, donc le Ghana qui va créer sa monnaie, le CEDI, et le Togo français intégré à la OEF. Donc le 27 avril 60, on a l'indépendance du Togo. Sylvanus Olympio se rapproche du Ghana de Nkrumah. Alors Nkrumah, qui à cette époque-là est indépendant depuis 1957, a fait, s'est quand même renseigné sur le franc CFA, j'en parle dans l'un des textes de l'ouvrage, et il a très vite vu que c'est une arnaque, donc il s'est enfui en courant. Il a dit, le franc CFA, non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et donc, il en discute avec Sylvanus Olympio, qui, lui, lance un projet de souverainisme monétaire, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une banque nationale du Togo, on va nationaliser les mines, le phosphate, etc., pour pouvoir avoir des réserves qui permettent d'appuyer la création de cette monnaie nationale. Donc, on va mettre des équivalences, 1 franc togolais vaut 3 grammes de phosphate plus 3 kilos d'uranium, etc. Je dis un peu n'importe quoi. Et puis, le 15 janvier 1963, est prévue donc la signature du contrat de fabrication de la monnaie nationale togolaise en partenariat avec l'Allemagne de l'Ouest et le Royaume-Uni. Donc là, sur les photos, vous avez Sylvanus Olympio à l'Élysée, Sylvanus Olympio en Allemagne et Sylvanus Olympio aux États-Unis. Donc tous ces voyages ont énormément inquiété les autorités françaises qui ont senti que ce petit pays par la taille, le Togo, risque d'être une épine dans le pied, et par conséquent, donc 2 jours avant la signature de la création de cette monnaie nationale, Sylvanus Olympio, président, accessoirement ministre des Finances, ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Alors, il a été diplômé, je crois, de la London School of Economics, si je ne me trompe pas, est assassiné et remplacé par Woznitsky. Et donc, 4 ans après l'assassinat, enfin déjà quelques mois plus tard, le Togo entre dans la zone CFA, alors qu'il n'a jamais été une colonie française en tant que telle.
Et 4 ans, jour pour jour après l'assassinat de Sylvanus Olympio, donc il y a un putsch d'Étienne, Silvé. Alors, quelques repères historiographiques aussi. Ce sont des ouvrages sur lesquels on peut se tourner, vers lesquels on peut se tourner. Eric Williams, Capitalisme et esclavage, pour montrer comment s'est mise en place toute la structuration du système libéral en lien avec la dépendance. Dickey, lui, s'est intéressé à la manière dont l'impérialisme économique s'est installé dans le delta du Niger, qui est une zone extrêmement stratégique, c'est la région la plus cruciale du continent africain aujourd'hui, pour en fait saper tout projet d'autonomie économique et politique dans cette région. Kouma, Ossandi Afana, un économiste camerounais, qui s'est intéressé à la complémentarité des économies africaines autour du cacao, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et la manière dont des matières premières pourraient appuyer justement un système monétaire autonome africain. Walter Rodney et l'Europe se développe à l'Afrique, Samir Amin. 80, il y a le programme du plan d'action de Lagos qui est extrêmement intéressant parce que c'est un programme qui vise à l'émancipation monétaire et qui va tomber sur le bureau des agents du FMI et de la Banque mondiale et qui, à partir de là, vont lancer la contre-offensive des programmes d'ajustement structurel. 80 également, John Poemi, donc Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique, ouvrage extrêmement important. 87, le discours sur la dette de Thomas Sankara, et plus quelques autres ouvrages plus récents que j'ai rajoutés, Salumbai, Ekwamaizo, Kapo Nobupo, Nyansulu Edgar, Yakuba Fassassi, qui montrent qu'il y a une réflexion. Il y a un certain nombre d'intellectuels, d'économistes, d'analystes africains qui écrivent sur le franc CFA. Ils émettent un certain nombre de préconisations que vous avez sur le fascicule, donc je ne vais pas les énumérer. Je vais m'attarder très rapidement sur le cadre est-africain qui me semble extrêmement important puisqu'on est dans un cadre éminemment stratégique qui est celui de la CEDEAO. La CEDEAO est une communauté économique régionale qui ambitionne de créer une monnaie unique pour sa région à un horizon qui est constamment repoussé. Et ce qui m'intéresse en fait dans ce schéma, c'est de montrer en fait le tableau sur les différents poids des différents pays. L'UEMOA, c'est l'organisation qui réunit tous les pays anciennement colonies françaises, donc dans ce cadre-là. La CEDEAO, c'est l'ensemble de tous ces États-là. Et par rapport donc, aux pays qui sont en dehors du cadre de l'UEMOA, on va créer une autre zone, la zone monétaire ouest-africaine, qui va réunir tous les pays qui ne sont pas finalement en franc CFA. Et le projet de convergence monétaire actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est de faire en sorte que la zone monétaire ouest-africaine crée une monnaie unique qui fusionnerait ensuite avec la zone du franc CFA. Or, quand on regarde les chiffres, c'est absolument prendre le problème à l'envers, puisque le gros poids lourd de cette région, c'est tout simplement le Nigeria. Donc on ne peut pas demander au Nigeria de se mettre avec la Gambie, qui est le petit poussé de cette région, et de se mettre également avec le Libéria ou la Sierra Leone, et de construire en fait une monnaie commune et de converger. La convergence est totalement impossible. Ce qu'il faut au contraire, c'est faire du Nigeria une fédération à part et créer deux autres fédérations qui, elles, de leur côté, convergeraient. Une qui est au niveau du golfe de Guinée et une autre qui est au niveau du Sahel. Parce que le Nigeria, c'est réellement le point stratégique sur lequel tout le développement économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest doit s'appuyer. Donc, dans ce cadre-là, qui est un cadre un peu différent de ce qui est proposé donc, par les différents analystes, qui eux proposent donc, tout un calendrier donc, avec une zone de libre-échange, une union douanière, une monnaie unique, un marché commun, une union économique et monétaire, une union politique en 2034, eh bien le Nigeria ferait en fait de la zone Naira une véritable zone monétaire qui circulerait dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et l'autre zone serait tout simplement une zone non Naira. Donc là encore, il y a tout un travail, à mon sens, qui est extrêmement important puisque le poids démographique, le poids économique, il est sur le Nigeria. Quand vous regardez les chiffres, le Nigeria, c'est 52% de la population de l'Afrique de l'Ouest et c'est 67% de l'économie. La Côte d'Ivoire, qui est présentée comme un poids lourd, quand on entend les discours français, c'est 6,2%. La Côte d'Ivoire ne pèse absolument rien par rapport au Nigeria. Donc là, c'est réellement important d'avoir ces chiffres en tête et d'avoir également le graphique qui est juste en dessous, qui montre en fait le manque d'intégration économique régionale
puisque la ligne d'en haut, c'est l'Union européenne, donc on a 60, 70, 75% de commerce intra-régional grâce à l'euro. Et la ligne tout en bas, en vert, eh bien, c'est l'Afrique de l'Ouest. On voit que cette intégration économique et monétaire ne passe pas. Donc à côté, vous avez également le classement des pays qui sont en CFA au niveau de l'IDH. Donc vous constatez que la France, parce que la France émet le CFA, est un pays CFA et 20e, mais le Gabon, le suivant, est 106e. Et dans les 20 dernières places, vous avez 7 ou 8 pays africains. Donc là aussi, on peut se poser des questions sur la manière dont la monnaie inflige des traitements d'austérité qui se répercutent de manière assez grave sur les populations. Alors ici, un dernier point également sur lequel je voulais qu'on s'appesantisse, c'est le développement. Aujourd'hui, derrière ces questions monétaires, il y a deux paradigmes qui se mettent en place. Enfin, un paradigme dominant et un autre qui est celui que je soutiens. Le paradigme néolibéral, qui considère que le développement est égal à la croissance plus l'accumulation de richesses. Donc la croissance étant définie comme l'ouverture des marchés, l'accroissement des investissements étrangers dans le capital, plus ce qu'on appelle la bonne gouvernance, sachant que lorsqu'on dit bonne gouvernance, on émet un jugement moral. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une mauvaise gouvernance. Or, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise gouvernance, il n'y a qu'une gouvernance. Donc le fait de mettre les pays africains dans le cadre de la bonne gouvernance, c'est émettre un jugement moral. Et c'est extrêmement grave dans le cadre des relations internationales. Et le dernier point, c'est plus ou moins la redistribution plus la consommation. L'accumulation, c'est la rémunération du capital qui est supérieure à la rémunération du travail. La valorisation du secteur privé, puisqu'il y a beaucoup d'Africains qui disent que l'Afrique va s'en sortir dans le secteur privé, sauf que plus on ouvre l'Afrique au secteur privé, plus c'est le secteur privé étranger qui vient en fait s'implanter en Afrique, parce que le secteur privé national n'est pas suffisamment solide. Donc là encore, il y a vraiment des choses à revoir. Et enfin, la privatisation des profits et la mise en public des dettes, bien évidemment. Donc les instruments de coalition de ce paradigme néolibéral, la Banque mondiale, donc, qui ont fait un conglomérat de plusieurs structures, la BIRD, l'Agence multilatérale de garantie des investissements, la Société financière internationale, l'Agence internationale de développement, plus le CIRDI qui s'occupe donc des règlements juridiques, l'OMC qui a pris le relais de la Banque mondiale, l'OCDE qui est le véritable poids lourd finalement, donc les 27 pays, l'OADA, l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, les ONG de la société civile, puisque aujourd'hui on ne consulte plus les peuples par référendum en Afrique. On consulte la société civile parce qu'on considère que la société civile est représentative des populations. Sauf que les ONG de la société civile sont souvent financées par les bailleurs de fonds étrangers. Donc on a un président qui arrive, qui dit j'ai consulté le gouvernement, enfin il va d'abord consulter la société civile, qu'il rémunère en même temps, et comme cette société civile est payée, elle est d'accord avec le programme économique. Donc après, il peut se présenter devant l'État en question en disant ben, j'ai consulté la société civile, donc le peuple, donc finalement ça passe. L'ONU et l'OTAN. De l'autre côté, donc c'est ce qui est en vigueur aujourd'hui, de l'autre côté, le paradigme panafricaniste qui considère le développement comme étant la somme donc, du facteur social multiplié par le facteur d'autonomie politique, moins le facteur impérialiste. Facteur impérialiste qui est tout le paradigme néolibéral sur votre gauche. Donc le facteur social, c'est l'équilibre État, secteur privé, communauté, puisque nos communautés ont une vie, elles ont une économie, elles ont leur propre modèle de régulation de la marchandise, un lien social du travail agricole, plus une unité des écosystèmes, puisque la première mesure de la rationalité économique, c'est la question écologique, d'où l'intérêt du Nigeria et surtout du Cameroun, c'est-à-dire d'avoir des territoires qui font la transition du désert à la forêt, à la savane, c'est-à-dire que très régulièrement les cycles économiques sont liés à des cycles écologiques. Par conséquent, lorsqu'on a des frontières qui brisent les cycles écologiques, eh bien ce sont des frontières qui naturellement brisent les cycles économiques. Donc la question des frontières est également derrière. Et les équivalences culturelles qui répondent à cette idée de bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'on a une gouvernance à l'africaine, on a été capable de se gouverner autrefois. Le facteur d'autonomie politique, c'est l'expertise de la population, puisque nos populations ont une expertise, elles ont de la technologie, elles ont de la formation, on peut leur en apporter, plus le budget participatif, plus la révolution fiscale, plus le contrôle monétaire, équivalent notamment au contrôle des prix. Les instruments de reconstruction de ce paradigme panafricaniste, c'est l'intégration fédérale exécutive, les fonds de la diaspora, même si dans la diaspora
il y a plusieurs bruits de couloir, et la coopération sud-sud qui pose notamment la question des relations avec la Chine ou avec le Venezuela, ou avec d'autres pays. J'ai essayé d'avancer rapidement, donc ça c'est le bilan provisoire que vous avez, je pense, sur le fascicule, qui pose un certain nombre de questions sur lesquelles on va peut-être revenir dans la discussion, parce que je pense avoir écoulé le temps qui m'était imparti. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la question du CFA, elle mérite tout un cycle de conférences, parce que chacun des points que j'ai brièvement évoqués, on peut rentrer dedans de manière plus pertinente. On peut faire des liens avec l'actualité. Il y a énormément de liens avec l'actualité. Ici, par exemple, je souligne ce que j'appelle l'effet déclamatoire, c'est-à-dire que Abdoulaye Wade, l'actuel président du Togo, le père de l'actuel président du Gabon, tous ont dit à un moment qu'ils étaient contre le franc CFA, qu'ils en avaient marre. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet déclamatoire. L'actuel président de l'Union africaine, celui qui est au Tchad, il a aussi dit ça. Et on a vu dans les réseaux sociaux toute une jeunesse africaine s'émerveiller en disant mais c'est génial, mais ce n'est que de l'effet déclamatoire, parce que l'effet déclamatoire fait partie de la stratégie de communication, de la même manière que la réponse de Michel Sapin, disant que on est libre de discuter sur le franc CFA, fait partie de l'effet de communication, sans dire que les Français sont présents dans tous les conseils d'administration des banques centrales africaines avec une voix délibérative, quand certains pays africains n'ont parfois qu'une voix consultative sur leur propre, enfin, ce qui n'est pas leur propre monnaie, mais sur la monnaie qu'ils utilisent au quotidien. Les propos de Lionel Zinsou aussi avaient fait un peu le buzz, mais là aussi il y aurait beaucoup de choses plus complexes en fait à évoluer, des réflexions aussi sur des nouveaux termes qui sont utilisés, notamment celui de mondialisme, qui est un néologisme et qui en fait ne signifie rien d'autre que ce qu'on connaît comme étant l'alliance entre la géopolitique, la géostratégie et surtout la géofinance. Donc là aussi, on a l'impression qu'on repart dans des débats qui renvoient en fait à une approche fourre-tout de la question monétaire, alors qu'elle est extrêmement simple et elle est extrêmement claire. Hein, je le répète, dès 1916, des personnes qui n'avaient aucun PhD, qui étaient conscients de l'arnaque, voyaient venir la chose. Donc moi, toute ma présentation, c'était vraiment de montrer que ce franc CFA, on l'a vu venir, et très clairement, il faut qu'on le voit repartir le plus rapidement possible. Merci, ouais. C'est vrai que dans ces catégorisations, on peut arriver aussi à des afro-basques, des afro-corses, enfin, c'est pas moi. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez organisé. Moi, je viens de Toulouse. Je suis secrétaire général de la Ligue panafricaine Moja. Hamzat, on est aussi membre, il est chargé du programme politique. Nous sommes une organisation plutôt politique, c'est-à-dire qui n'est pas européenne en tant que telle, c'est-à-dire c'est une organisation panafricaine qui veut être panafricaine dans le sens où le panafricanisme, c'est le continent physique et c'est aussi tous les espaces où les Africains se retrouvent, le monde en fait, c'est le panafricanisme pour nous. En fait, tout ce que vous avez développé dans cette conférence, pour nous, c'est qu'il faut y trouver des réponses politiques. Donc les réponses politiques résident dans le fait que les panafricanistes doivent s'organiser. Donc nous sommes en train de nous organiser pour que le panafricanisme rentre dans l'espace public et politique sur le continent, parce que tout ce que nous disons, s'il n'y a pas une traduction dans les partis qui sont censés gouverner les Africains, ça n'aura pas de sens. Le panafricanisme est très rigoureux, c'est-à-dire que les États-Unis d'Afrique passent par effectivement la question monétaire, mais c'est aussi par des dépendances diplomatiques, par la rénovation culturelle, par toutes ces questions-là. Donc nous sommes en train de nous organiser pour que la Ligue panafricaine se déploie sur tous les territoires africains en parti politique avec un objectif commun pour que le panafricanisme soit popularisé auprès des Africains, mais que les panafricanistes proposent aussi des solutions alternatives concrètes aux problèmes réels des Africains, en particulier les questions de l'eau, de l'électricité, de la dette odieuse dans chaque territoire, et ainsi partir de la base vers le sommet. Notre objectif est effectivement de prendre le pouvoir partout où c'est possible, parce que c'est une question de pouvoir, souveraineté et pouvoir vont ensemble. Si on parle de souveraineté sans le pouvoir, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il faut conquérir ce pouvoir.
Donc nous sommes ici en Belgique pour accompagner effectivement Hamzat, aussi vous soutenir, et nous espérons que dans les semaines et les mois à venir, nous pourrons peut-être installer ici une section. Pour information, nous avons déjà des sections Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, au Niger, au Burkina, au Togo, c'est en cours aussi, en Côte d'Ivoire, donc un peu partout, à Paris, au Mali, pardon, et nous allons nous implanter en Suisse et en Angleterre aussi déjà, il y a une section qui est en cours. L'idée c'est que le panafricanisme politique puisse prendre corps réellement pour que nous ne puissions pas laisser le panafricanisme être galvaudé par tout ce que vous avez dit, les effets déclamatoires, parce que le panafricanisme est rigoureux en tant que tel. Voilà, merci beaucoup. Merci.